Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, on retrouve les fonds d'antan, comme on dit, pour une petite période, bon Hachem. Mais j'aimerais qu'on parle d'un sujet assez sympathique ce soir. On va essayer de concilier la cuisine et la Torah. En fait, ce n'est pas vraiment une conciliation, mais on va voir ce que la cuisine peut nous apprendre sur la Torah. Alors d'abord, on prend les fondements. C'est quoi la cuisine? Ça fait quand même assez drôle de commencer un cours comme ça, mais au moins ça détend un petit peu et ça fait plus sympathique que d'habitude. La cuisine, c'est le fait de prendre un aliment de manière générale. On va vraiment faire en grosses lignes, je n'ai pas de définition précise, mais prendre un aliment et le passer, la plupart du temps, d'un état de non comestible à comestible. C'est-à-dire, on va le rendre mangeable, apte à rentrer dans notre corps pour à la fois que ce soit bon, mais aussi pour que ce soit digérable, pour que ça puisse rentrer et nous apporter tous les nutriments nécessaires. Et par là, on fait une précision, mais qui est extrêmement importante. Le fait que cuisiner et manger, c'est pour pouvoir rentrer tous les nutriments, toutes les protéines, toutes les molécules nécessaires à l'homme. Et de là, donc, qu'est-ce que ça exclut? Ça exclut le fait de manger, juste pour le plaisir. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que, d'ailleurs, on entend souvent, même les publicités à la télé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut manger de la viande et du poisson régulièrement, parce que notre corps a besoin pour fonctionner, tout comme une voiture a besoin d'essence, notre corps a besoin de glucides, de protéines, de sucre, de tout un tas de molécules et d'éléments pour que ça puisse fonctionner. Certains éléments vont permettre au sang de pouvoir couler dans nos veines et se fluidifier, ce qui va pouvoir amener d'autres éléments, par exemple les protéines, vers nos muscles, etc. etc. Mais manger juste pour manger, il n'y a pas d'intérêt. Et c'est vraiment quelque chose qui pourrait être au plus bas de ce qu'on appellerait la matérialité, dans le sens où même l'argent, chez les Chabad, il y a un principe fondamental et essentiel qui est le fait d'élever le matériel en spirituel. Ce qui fait qu'on sait que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est pour nous servir dans notre service divin. Même la nourriture, parce que la nourriture, celle qui va nous servir justement à s'élever, à nous donner des forces pour pouvoir aller prier, pour pouvoir aller faire des massitovim. Mais en rien, le fait de manger juste pour manger est une bonne chose et une chose à faire. Si ce n'est, il y a une seule fois où manger, c'est une mitzvah. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est à la veille de Yom Kippour. C'est le seul moment de l'année où manger, c'est une mitzvah. Mais à part ça, il y a d'abord, c'est sûr que ce n'est pas une mitzvah, mais surtout qu'à part ça, c'est même le contraire. On voit les personnes qui mangent excessivement, qui se font des banquets énormes, qui restent des heures et des heures à table, mais pas juste le Shabbat pour être honnête Shabbat, au contraire, ça c'est une bonne chose, parce qu'on mange bien un Shabbat, on a cette mitzvah de boire du vin et de manger de la viande ou du poisson pour justement montrer l'importance de ce jour et pour s'élever en ce jour. Par contre, les autres jours de la semaine, manger pendant des heures, s'affaler sur la table, boire du vin et manger à outrance, c'est pas une bonne chose parce que déjà, ça fait qu'on perd beaucoup de temps par rapport à des bonnes choses qu'on pourrait faire. Et s'arrêter juste sur ça, sur un élément aussi matériel que la nourriture, alors bien entendu, ça nous éloigne de la Torah. Parce que la Torah, c'est le fait d'être spirituel. Alors, il ne faut pas être totalement spirituel parce que si on est comme ça, on oublie le matériel. Du coup, si je me dis je suis totalement spirituel, je me consacre à Kadosh Baruch Hu, je vais faire que étudier du matin au soir, prier, etc. C'est très bien, sauf que si tu fais vraiment ça 24 heures sur 24, tu n'auras ni le temps de dormir, ni le temps de manger, ni le temps de répondre à tes besoins. Et si tu ne réponds pas à tes besoins, malheureusement, on ne peut pas survivre. Si on ne peut pas survivre, on ne peut plus faire de mitzvot. Donc, quel a été l'intérêt de cela? De là, on voit donc déjà un premier principe fondamental que on doit avoir la marche à lorsqu'on mange, la pensée lorsqu'on mange, de manger pour pouvoir se donner de l'énergie et pour pouvoir accomplir telle ou telle action par la suite, bien entendu le mieux des actions spirituelles. Et ça relève aussi d'un point
qui montre à quel point la marshava, la pensée lorsqu'on fait une action est essentielle. Pour comprendre cela, on va prendre un exemple très simple. Un homme qui va donner la tzedaka à un autre homme parce qu'il veut l'aider, parce qu'il lui fait de la peine, alors cette mitzvah sera très belle. Parce qu'il donne la tzedaka entièrement, il veut vraiment aider ce pauvre avec de la charité, donc son action est très belle. Par contre, si un homme va donner de la tzedaka, mais juste parce qu'il veut se vider les poches parce qu'il a trop de pièces, mais juste parce qu'il veut que les gens voient qu'il a donné de la tzedaka, pour avoir de la gahava et pour montrer que c'est un donateur, alors dans ce cas-là, c'est pas seulement que sa tzedaka ne vaut rien, mais pire, ça peut même être une avéra étant donné qu'il fait ça avec une mauvaise pensée pour une mauvaise chose. Donc on voit quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'action est la même, mais la pensée derrière change toute la dimension de l'action, ce qui fait que l'action est considérée comme une mitzvah ou comme une avéra selon la pensée qu'on a. C'est la même chose lorsqu'on mange. Bien entendu, on se focalise sur ce point, étant donné que c'est le sujet du shiur de ce soir, mais on pourrait étendre ce klal, ce principe général, à toutes les choses de notre vie, à toutes les actions qu'on peut mener. Donc, pour revenir, lorsqu'on mange, si j'ai juste la pensée de manger juste pour manger, juste parce que ça me fait plaisir, juste parce que j'ai envie d'une chose, alors dans ce cas-là, je retire toutes les sens du fait de manger et je transforme ce moment en Battelsman, le fait de perdre mon temps, parce qu'au final, qu'est-ce que ça m'aura apporté si ce n'est des maux de ventre ou le fait de grossir excessivement? Absolument rien. C'est pour ça que même manger, il faut avoir la bonne pensée derrière pour que ça devienne une mitzvah. Et cela pour chaque chose qu'on fait. D'ailleurs, pour revenir, on a dit que c'est quoi l'intérêt de manger? C'est de pouvoir ingérer tout ce dont on a besoin pour pouvoir avancer dans nos vies. Pareil, le fait de cuisiner, comme on a commencé à le mentionner au début du cours, c'est en réalité rendre quelque chose de non comestible comestible et la plupart du temps d'associer divers aliments, de les mélanger, de créer une harmonie entre eux pour donner un plat avec le fait que chaque aliment l'autre aliment. Je donne un exemple. Manger de la crème fraîche, vous me l'accorderez, ce n'est pas très agréable. Manger des pâtes nature, c'est mangeable, mais pas très agréable non plus. Manger du basilic, vous conviendrez que nous retombons sur le même principe. Par contre, mélanger des pâtes nature avec de la crème et avec un petit peu de basilic, alors là, nous avons un plat extrêmement bon, selon bien entendu les goûts. Mais on voit que chaque chose laissée de côté peut avoir une utilité, effectivement, mais l'utilité est moindre et elle n'engendre pas grand-chose. Par contre, mis ensemble, cette chose va pouvoir donner un véritable plat agréable à manger. Et bien entendu, quelle est la dernière touche que nous avons l'habitude d'ajouter en cuisine? Le sel, mélar. Et qu'est-ce qu'en réalité le sel? Le sel, c'est un minéral qui va permettre d'accorder et d'associer tous les arômes présents dans le plat. C'est ça le but du sel. Donc en réalité, c'est comme le kit de soudure. On aurait 3 briques différentes devant nous, on les empilerait les unes aux autres, mais pour être sûr qu'elles tiennent bien et qu'elles commencent à former un mur, alors on ajoutera le ciment qui est le sel. D'ailleurs, on retrouve dans la tradition juive le Brit Hamelar, l'alliance faite par le sel. Et quelque chose d'incroyable que j'ai découvert lors de mon séjour au Maroc, c'est que le quartier juif s'appelle Melar, le Malah en arabe, qui est exactement le même mot qu'en hébreu. En réalité, donc, ça veut dire le sel. Parce que c'est l'endroit où les juifs et les arabes cohabitaient, surtout à l'époque, et où justement, c'est quoi cette cohabitation? C'est le fait de pouvoir allier, de mettre ensemble, et c'est exactement, comme on vient de le mentionner, le rôle du sel. Qu'est-ce que l'idée, l'allégorie des divers aliments
séparés. Ce sont divers enseignements qu'on connaîtrait ou encore, pourquoi pas, divers mouvements du judaïsme. En effet, un homme qui serait, par exemple, totalement Chabad, ou un autre totalement Breslev, ou un autre, par exemple, totalement sioniste, bien que tous les mouvements sont absolument extraordinaires et on a besoin, justement, et c'est là le point de tous les mouvements pour pouvoir créer Israël, alors justement, être totalement Chabad, c'est très bien, totalement Breslev aussi, totalement sioniste aussi, pareil pour tous les autres mouvements. Mais le mieux, et là où un juif pourrait être complet, c'est s'il arrive à allier tous ces mouvements. Ça veut dire aussi bien étudier les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev que du Rabbi de Lubavitch, que de Rav Kanievski, ceux de chaque mouvement. Et par là, on aura une vision globale du judaïsme. Et par là, on pourrait essayer d'appréhender mieux ce que la Torah nous ordonne en tirant les qualités de chaque mouvement, comme le fait d'être très joyeux grâce au Breslev, mais aussi de faire très attention à son prochain et d'aller toujours vers les autres avec le mouvement Chabad, mais aussi d'être makpi dans la halacha avec les Haridis. Et tout ça, on a besoin de tout ça pour être un véritable juif, un bon juif. Pareil, il faut faire à la fois de la Gemara et de la halacha et du moussar pour pouvoir être une bonne personne et bien pratiquer le judaïsme. Quelqu'un qui se dirait que le fait de juste étudier la Gemara et d'étudier que la Gemara toute sa vie, malheureusement, n'atteindra jamais la complétude et la sommité. Et c'est exactement la même allégorie que la cuisine. Si on suit juste un seul mouvement, ou bien si j'ai un enseignement, mais je ne le mets pas en relation avec un autre enseignement que j'ai, ce qui va me permettre justement de créer toute une étude, toute une idée autour de quelque chose. D'ailleurs, on voit lorsqu'on étudie la Gemara, quand on cite une Mishnah, la Mishnah, c'est le texte de loi. Super, on pourrait s'arrêter là. Mais non, on met la Gemara pour justement associer un maximum d'idées qu'on connaît à la Mishnah pour essayer de la comprendre au mieux. On va commencer à amener des Braithot, qui sont d'autres sortes de Mishnayot qui sont moins fortes étant donné qu'elles ont été constituées en dehors de l'enceinte du temple. Mais on va essayer de les concilier avec les Braithot. On va avoir les avis des divers Rabbanim pour essayer justement de concilier tout ça et d'avoir une meilleure appréhension des choses, pour mieux comprendre et mieux appliquer à chaque situation. Exemple très simple, si on prenait juste les choses au premier degré, on a notre commandement par exemple, de ne pas tuer. Si on s'arrêterait là, alors on se dirait d'accord, j'ai un principe dans la vie, je n'ai pas le droit de tuer. Mais qu'est-ce qu'on dirait dans une situation où je suis obligé de tuer pour pouvoir survivre? Si je m'arrête à juste l'enseignement de ne pas tuer, dans ce cas-là, je ne pourrais suivre que ça. Mais on voit qu'il y a des cas où justement on peut répliquer. Il y a des cas où on peut se défendre. Il y a des cas où on pourrait par exemple manger pas cachère si c'est une question de vie ou de mort. Mais tout ça, pour le savoir et pour appréhender toutes ces situations, il faut étudier et il faut ajouter des enseignements aux enseignements qu'on connaît. Le fait de Messirou Nefesh, de pouvoir transgresser n'importe quoi, si ce n'est 3 avérotes, pour pouvoir sauver une vie. Et il faut pouvoir concilier donc cette loi-là avec la loi de ne pas faire un travail interdit Shabbat, par exemple. Si on peut concilier tout, dans ce cas-là, on arrivera à gérer correctement les situations. Parce que si je me dis que pour sauver une vie, je n'ai pas le droit de transgresser Shabbat parce que transgresser Shabbat, j'ai appris que c'était interdit. Or, dans ce cas-là, lorsque je serai au ciel, Chas Shalom, on m'en tiendra rigueur parce que je n'ai pas mis en commun les deux enseignements et donc j'ai mal agi sur le moment. D'où l'importance, comme le sel, d'allier tous les enseignements qu'on a, d'allier toutes les choses. Et encore une fois, la crème est bonne, les pâtes nature sont bonnes, le basilic peut être bon, mais ensemble, ça crée un véritable plat. Avoir un enseignement d'un côté, de l'autre, c'est excellent. Bravo, bravo d'avoir étudié ça. Mais le but maintenant, c'est de les concilier et de les mettre ensemble. Donc tout comme la cuisine, qui permet de rendre quelque chose de non comestible comestible. Pareil, un enseignement qu'on ne comprendrait pas, on peut le comprendre à l'aide de nouveaux enseignements. Tout comme la cuisine, ça permet de mettre en rapport plusieurs éléments pour qu'ils se bonifient et révèlent le meilleur les uns des autres. Alors pareil dans la Torah, dans ce qu'on sait, dans les mouvements qu'on suit, dans notre façon d'agir, avec les amis qu'on a, il faut réussir à tout concilier. Il faut essayer de tout concilier pour avoir une plénitude
et pour pouvoir, Bezrat Hashem, être le meilleur juif possible. Chazak u'Baruch à tous.